En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. En cette année d'élection présidentielle, pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Louis Ossalter, journaliste politique chez Marianne. Il nous parlera de son nouveau livre coécrit avec Agathe Lambert, Macron 2, l'étrange victoire aux éditions de l'Observatoire. Après les législatives, l'étrange victoire d'Emmanuel Macron s'est-elle transformée en étrange défaite? Est-ce le début de la fin? Au-delà de la défiance personnelle à l'égard du président de la République, sommes-nous face à une crise de régime, une crise de la démocratie? Louis Ossalter nous donnera ses réponses. En seconde partie d'émission, nous serons rejoints par Jules Torres, journaliste chez Valeurs Actuelles et auteur de Zemmour dans le secret de sa campagne, qui vient de paraître chez Plomb. Avec Emmanuel Macron, Zemmour est le grand perdant des législatives. Tout ça pour ça. Que va-t-il rester du phénomène Zemmour? A-t-il encore un avenir politique? Les réponses de Jules Torres en seconde partie d'émission. Mais tout de suite, Louis Ossalter, en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Louis Ossalter, bonjour. Bonjour Alexandre. On va parler durant toute cette heure des élections législatives et essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais également de votre livre au titre prémonitoire d'une certaine manière, Macron 2, l'étrange victoire. Est-ce que l'étrange victoire ne s'est pas tout simplement transformée en étrange défaite après ces législatives? Oui, c'est le sentiment un peu que j'ai eu dimanche dernier en assistant aux résultats. En fait, je pense que la lecture du livre, dans un grand accès immodestie, mais je pense que la lecture de notre livre avec Agathe Lambert permet de comprendre un petit peu ce qui s'est passé aux élections législatives. Parce que ce que nous avons essayé de raconter, ce sont toutes les ambiguïtés dans lesquelles Emmanuel Macron a fait campagne. Ou non campagne, d'ailleurs, on dit certains, en constatant à quel point il tardait à se lancer véritablement dans l'arène. Et il ne l'a vraiment fait que dans l'entre-deux tours de la présidentielle, quand il était sûr et certain, ce qui était son intuition initiale, que Marine Le Pen serait son adversaire. Donc, quelque part, ça annonce, je ne dis pas que ça prédit, je ne dis pas qu'on a tout vu, je dis juste que le récit de cette campagne, les intrigues, les anecdotes, les hésitations, les affrontements même au sein de l'équipe de Macron, elles annonçaient d'une certaine manière ce qui allait éclater à la figure de la Macronie aux élections législatives, c'est-à-dire le fait que le président soit réélu plutôt par défaut que par véritable choix, parce que c'est Marine Le Pen en face, et le fait que son programme, qui déjà était passé un petit peu au second plan pendant la campagne, qui a fait l'objet d'énormément de contradictions, d'affrontements, de tensions au sein de son équipe, notamment je pense à la retraite, je pense à l'éducation, et que lui-même a amendé au cours de campagne. Je rappelle quand même qu'il commence sa campagne présidentielle sur la retraite à 65 ans, donc Valérie Pécresse, il la termine par la planification écologique, donc Jean-Luc Mélenchon. Et je crois que tous ces grands écarts, toutes ces ambiguïtés qu'il a laissé planer au long de sa campagne présidentielle, il en paye quelque part la facture avec ses législatives. Vous qui avez suivi cette campagne, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel est le projet d'Emmanuel Macron? J'avoue que moi j'ai du mal, et je pense que les Français aussi, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils n'ont pas voulu lui donner une majorité, parce que pourquoi faire? C'est tout la à fait. question. Et après on pourra parler des coalitions, des majorités de projets, et la même question se posera, pourquoi faire en fait? C'est pas une fin en soi d'avoir une majorité de projets, il faut avoir un projet. Moi je pense, comme beaucoup d'observateurs, que beaucoup de Français ne savaient pas vraiment ce qu'il y avait dans le programme d'Emmanuel Macron, y compris comme en 2017 en fait, quelque part. C'est-à-dire que c'était pas l'homme sans programme, il avait un programme, il y avait un document avec des mesures qui étaient listées, il a même pris la peine de faire une conférence de presse mais en noyant un peu son auditoire sous beaucoup de concepts, des détails techniques, dans un plan, oui, et puis dans un plan avec des parties, des sous-parties, des grands mots qui font que le grand public n'en a pas retenu tellement de choses. Et puis surtout, et ça c'est ce qu'on raconte dans le livre, c'est un point central de l'étrange victoire, c'est à quel point toutes ces mesures ont fait l'objet de déchirements internes au sein de son équipe. Je prends un exemple. La retraite à 65 ans, elle fuite dans un article des Échos. Donc c'est pas du tout annoncé, solennisé, mise en scène par Emmanuel Macron quand il l'annonce. Ça fuite à sa grande fureur. Et ceux qui sont soupçonnés d'avoir fait fuiter le fait que ce sera bien la retraite à 65 ans, donc c'est-à-dire un marqueur très libéral, très à droite, qui rejoint le programme de Valérie Pécresse et d'ailleurs aussi celui d'Éric Zemmour. Ça fuite, et il y en a dans la majorité. Il y a des politiques, il y a François Bayrou par exemple, il y a Richard Ferrand, donc des grognards qui suivent Emmanuel Macron, qui découvrent ça dans la presse. Et ça fait l'objet de règlements de compte entre des clans qu'on décrit dans le livre.
Il y a le clan des technos qui est plutôt mené par Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, dont on parle encore beaucoup ces temps-ci. Et puis il y a ce clan des grognards, des politiques qui disent attention, le pays est dans un état tel qu'on ne peut pas se permettre de présenter des mesures qui risquent de le fracturer encore plus et qui seront suivies par seulement une minorité de la population. Et en racontant tous ces déchirements, effectivement, on raconte que Emmanuel Macron, non seulement son programme n'était pas clair pour une partie des Français, mais il n'était pas suivi par une partie de son entourage. Et c'est ça qui est frappant, c'est que les déchirements montrent ça. Ce qui est intéressant dans le contexte actuel, parce qu'il n'a pas de majorité, donc il va devoir trouver des accords avec avec d'autres partis. Mais ce que vous me dites en réalité, c'est que dans son propre parti, il risque d'y avoir des tensions, notamment sur. C'est intéressant d'ailleurs que vous parliez de la réforme des retraites, parce que je crois que c'est la seule chose que les Français ont retenu de son programme. Est-ce qu'il va pouvoir faire passer une réforme des retraites, et est-ce que c'est si important que ça d'ailleurs? Déjà, on peut parler du fond en expliquant que le rapport du Conseil d'orientation des retraites explique que finalement il n'y a peut-être pas besoin d'une réforme de long terme. Bon, ça c'est un des arguments sur le fond. Et puis en fait, oui, est-ce que c'est si important que ça? En fait, Emmanuel Macron lui-même, dans la deuxième partie de sa campagne, quand il est en campagne face à Marine Le Pen, qui elle est contre la retraite à 65 ans et qui a tenu une ligne sociale qui a d'ailleurs été gage de succès pour elle à ces élections législatives, en fait, il y a dans son programme la retraite à 65 ans, mais lui commence à dire peut-être qu'on peut négocier, peut-être qu'on peut discuter, peut-être qu'en fait ce sera 64 ans, peut-être qu'on va faire une clause de revoyure en 2027. Il commence à amender. Alors ça crée à la fois du flou, mais ça montre aussi quelque chose qu'on raconte dans le livre, c'est que le président lui-même, en fait, il y a des choses qui sont brandies un peu comme des totems par les plus technocrates de son entourage, auquel lui-même en fait ne tient pas forcément plus que ça. Il est plus préoccupé en fait par sa popularité, par la trace qu'il va laisser, par l'achèvement de son règne, puisqu'il aura eu, si tout va bien, 10 ans à la tête du pays. Et il est plus préoccupé par ça que par un marqueur entre 64 et 65 ans. Et puis peut-être aussi que là, les défis auxquels il va être confronté pendant ces 5 ans, ça dépassera bien sûr le cadre de ces réformes économiques, surtout vu la crise économique qui se dessine pour cet été. Votre livre, L'étrange victoire, fait référence à un autre livre, celui de Marc Bloch, L'étrange défaite, qui avait été écrit au début de la Seconde Guerre mondiale, où il expliquait que finalement l'armistice, etc., le fait que la France soit envahie par l'Allemagne, c'était aussi le fruit d'une crise de régime extrêmement profonde. Alors, Emmanuel Macron parle de Conseil national de la refondation. Jusqu'à preuve du contraire, l'Allemagne ne nous a pas encore envahis, mais est-ce que malgré tout, sans faire des comparaisons historiques absurdes, est-ce qu'on n'est pas aussi dans une crise de régime qui va au-delà de la personne d'Emmanuel Macron et de son programme ou de son non-programme? Ça, c'est une bonne question. Alors, nous, c'est un clin d'œil, évidemment. On ne se compare pas à l'immense Marc Bloch qui a écrit un livre qui en plus l'a écrit dans le feu de l'action. C'est ça qui est frappant, c'est-à-dire qu'il l'écrit sous le coup de la défaite et de l'effondrement de 1940 avec cette débâcle militaire, et ce qu'il décrit, c'est aussi une débâcle des élites. Et c'est pour ça que ce livre est quelque part prémonitoire, parce qu'il explique beaucoup de choses sur la psyché française quelque part, dans des moments de grande difficulté. Donc c'est évidemment un clin d'œil qu'on a fait dans ce titre. Mais effectivement, pour reprendre les comparaisons historiques qu'adore manier Emmanuel Macron, parfois avec un peu d'imprudence, quand il n'a pas parlé lui-même d'union nationale, mais on s'est remis à parler d'union nationale sans tout à fait saisir la connotation historique très forte. C'est pour ça que j'ironisais un peu sur l'Allemagne. Et puis il y a le fameux CNR dont on n'entend plus parler, donc le Conseil national de la refondation qu'Emmanuel Macron a annoncé sans plus en parler ensuite, qui fait évidemment référence au Conseil national de la résistance. Je pense qu'en fait il essaye lui-même de mettre de la tension historique dans le moment. En fait, il essaie de se raccrocher à l'histoire pour donner de la solennité à son action à un moment où il est un peu déboussolé par la situation politique. C'est-à-dire que le peuple, le corps électoral lui envoie un avertissement, c'est-à-dire que c'est OK pour Macron parce qu'il y a Marine Le Pen en face, mais c'est non pour le macronisme. Et donc, c'est une injonction à faire autrement, à diriger ce pays autrement, à éventuellement jeter une partie de son programme à la poubelle. Je crois que c'est aussi ça le message qui est passé aux élections législatives. Pour autant, est-ce qu'on est dans la même situation qu'en 1945, où c'est une situation de destruction, où il y a des ruines fumantes, il faut tout refaire, et
où le CNR établit véritablement un programme de consensus entre des vainqueurs aux idées politiques très différentes, à savoir les gaullistes, les communistes et une partie de la démocratie chrétienne. On n'est pas exactement dans la même situation, même si peut-être que le message qui est passé par les urnes, c'est aussi le peuple qui demande à certains responsables politiques de faire peut-être preuve d'un peu plus de sens de l'intérêt général, plutôt que s'enfermer dans des clivages partisans qui parfois sont complètement dépassés. Et ça, c'est un mérite du macronisme, c'est quand même d'avoir montré que certains clivages anciens étaient dépassés, que des gens de gauche et des gens de droite étaient en réalité d'accord entre eux, et qu'il y a une recomposition passionnante qui s'effectue sous nos yeux. Louis Ossalter, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Emmanuel Macron, est-ce le début de la fin? Vous nous direz ça après une courte pause. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec Louis Ossalter qui débriefe avec nous c'est le résultat des élections législatives. Il est l'auteur d'Emmanuel Macron, l'étrange victoire, ou plutôt de Macron 2, pardon, l'étrange victoire aux éditions de l'Observatoire. On se demandait avant la pause, Louis Ossalter, si on était face à une crise de régime. Vous nous expliquiez qu'effectivement la situation n'est pas comparable à 1940 et au livre de Marc Bloch auquel vous faites référence, L'étrange défaite. Mais quand on entend crise de régime, on entend aussi crise des élites. Est-ce que finalement, ce qui a été sanctionné aux législatives, c'est pas une certaine manière de faire de la politique? Vous expliquez qu'Emmanuel Macron était parfois prisonnier des technos. Il est lui-même issu de la technocratie. Est-ce que c'est pas finalement cette technocratie qui en réalité gouverne depuis une quarantaine d'années, qui aujourd'hui est mise en cause sans qu'on ait forcément de solution de rechange, puisque les partis dits populistes comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon aussi progressent, n'apparaissent pas finalement assez rassurants, mais j'ai l'impression qu'on est entre deux mondes, en quelque sorte, et que ce monde, ces élites françaises qui dominaient depuis une quarantaine d'années sont profondément remises en cause. Oui, et ça, c'est une tension qu'on raconte aussi dans le livre, c'est-à-dire qu'effectivement, Emmanuel Macron, il a un peu de cerveau, en fait. Il y a effectivement un environnement technocratique très fort, ne serait-ce que par sa formation. C'est un énarque, il a fait du cabinet, comme on dit. En tout cas, il a été conseiller de François Hollande à l'Élysée, il a été ministre à Bercy, et puis il a un entourage qui est très marqué par ça, par la technocratie. Je pense en particulier à Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, mais aussi à d'autres personnes qui l'entourent, des conseillers encore plus discrets, qui l'ont entouré dans cette campagne. Mais en même temps, il a compris, Emmanuel Macron, au cours de son premier quinquennat, toutes les limites de la suffisance technocratique. Et ça se ressent, ce qu'on raconte dans le livre sur la tension entre politique et techno, c'est la façon dont Emmanuel Macron, quelque part, divise son entourage pour mieux régner, pour prendre des avis différents entre ce que lui dit d'un côté le clan des technos, ce que lui dit de l'autre côté des politiques, les rares figures politiques qu'il a autour de lui, qui ont un peu le sens de terrain, qui peuvent voir ce qui va hérisser l'épiderme des Français en étant décidé depuis Paris sans aucune concertation. Donc il essaye de se ménager un espace, des espaces d'échange et des capteurs du pays, mais ça a quand même été une grande faiblesse de son premier quinquennat. Et le traumatisme qui reste évidemment très fort chez lui, c'est la crise des Gilets jaunes. En fait, c'est à ce moment-là qu'il réalise qu'il y a un espèce d'enfermement technocratique autour de lui, qui est incarné par Kohler, mais pas seulement, aussi à l'époque par Édouard Philippe et son directeur de cabinet à Matignon, qui sont aussi des grands commis de l'État, qui sont conseillers d'État, et qui en plus ont des réflexes encore plus rigoriste, et là je parle en termes budgétaires, que Emmanuel Macron, qui finalement a beaucoup amendé Emmanuel Macron, avec le quoi qu'il en coûte, et qu'il a exactement, voilà, preuve d'un certain pragmatisme. Et je pense à ce moment-là, et aussi il y a ce moment-là, il y a le quoi qu'il en coûte, et puis il y a le moment où il se sépare d'Édouard Philippe pour le remplacer par Jean Castex, à la surprise d'Édouard Philippe qui pensait rester. Et là on sent un président un peu plus libéré, au sens où il a compris qu'il fallait qu'il s'échappe aussi à une chape de plomb technocratique, de la même manière que il s'exonère pendant la crise du Covid des injonctions des scientifiques pour expliquer que non, il faut déconfiner parce qu'il n'y a pas que les arguments strictement scientifiques, il n'y a pas que le ministère de la Santé qui doit décider. Ça, c'est un processus de maturation qu'il a eu au cours de son quinquennat, qui montre qu'il peut s'adapter, mais qui montre quand même qu'il a eu du mal à trouver les voies de sortie, parce que après il y a quoi? C'est-à-dire, une fois qu'il s'est affranchi dans une certaine mesure de la tutelle technocratique, sur qui il s'appuie? Quelles sont les figures de la Macronie sur lesquelles il s'appuie et qui parle au pays? J'allais vous le dire, vous expliquez qu'il était un peu enfermé par les technos, etc. Mais est-ce qu'il ne s'est pas enfermé lui-même? Quand on regarde la composition de ces gouvernements, et en particulier du nouveau gouvernement, où il y a
très très peu de figures politiques. On a l'impression qu'il y a aussi quelque chose qui joue. C'est un trait de personnalité d'Emmanuel Macron que vous décrivez bien dans le livre. C'est qu'il ne supporte pas que quelqu'un existe autour de lui. On dit, il aime pas. On écrit, lui seul doit briller. C'est ça dans son esprit. Et effectivement, c'est ce qu'on a vu au cours du quinquennat. Et d'ailleurs, les rares figures politiques qu'on avait vu un peu émerger discrètement, comme Richard Ferrand, Christophe Castaner, ont été battus dimanche dernier. Donc il en est privé. Et effectivement, il a quelque part organisé le vide autour de lui, ou en tout cas, mais beaucoup de présidents ont fait ça, le cloisonnement, la dispersion des entourages, et j'utilise le pluriel à dessein, parce que effectivement, il veut rester la clé de voûte de ça. Et c'est aussi frappant à Matignon. Enfin, le choix d'Elisabeth Borne est frappant à cet égard. C'est quand même le choix d'Alexis Collère aussi, c'est-à-dire que Collère, le chef du clan des technos dans notre livre, lui a beaucoup pesé pour que Elisabeth Borne, qu'il connaît bien et qu'il apprécie, soit nommée à Matignon. Elisabeth Borne qui n'a jamais été élue avant dimanche dernier, quand elle a gagné avec 52% des voix dans une circonscription du Calvados où elle a été parachutée, et très favorable. Très favorable. Le score, on l'a assez peu souligné, assez faible. Il est faible. Il est faible pour cette circonscription, compte tenu de la carte électorale, franchement des caractéristiques politiques de la circonscription. C'est assez faible pour une élection. Bon, elle a quand même réussi à passer l'obstacle, mais c'est vrai que ça monte chez Emmanuel Macron, mais peut-être aussi ça dit quelque chose de plus largement de la classe politique, de l'absence de figures tutélaires, de références, et aussi d'émetteurs d'idées, parce que Emmanuel Macron, dans les moments de crise, il cherchait des options de sortie, et il était un peu concerné parfois par le conformisme autour de lui. J'allais vous le dire, on a l'impression que, vous l'avez dit d'ailleurs, vous avez dit, il s'est adressé aux Français il y a quelques jours pour leur dire on va trouver des compromis, mais des compromis sur quoi, et pour aller où. On a l'impression qu'Emmanuel Macron est assez nu et qu'il y a un déficit d'imagination finalement chez lui. Il parlait de révolution, de tout renouveler, mais on a l'impression qu'il a conscience qu'il ne peut pas s'enfermer dans le logiciel technocratique, mais que dès qu'il faut en sortir, il ne sait pas pourquoi faire et pour aller où. Ouais, effectivement, c'est très juste. Mercredi soir, en l'entendant, il y a une phrase qui m'a frappé parce qu'elle est pleine d'ambiguïté. Il a dit que c'est son projet qui avait été réélu. Moi, je pense pas. En fait, je pense que lui a été choisi déjà en tant que capitaine dans la tempête, et parce que les Français ont sans doute eu peur de vouloir s'aventurer à choisir quelqu'un d'autre en pleine crise, parce qu'il y avait Marine Le Pen en face et que l'effet repoussoir a toujours joué malgré tout, mais que ce n'est pas son projet qui a été élu en tant que tel, parce que la plupart des gens ne le connaissaient pas, parce qu'il a été effacé par d'autres actualités au cours de la campagne, parce qu'on en a assez peu parlé. Un petit peu, ça s'est un peu cristallisé effectivement sur la retraite à 65 ans, mais sinon il n'y a pas eu une thématique phare en fait dans cette campagne, pour la bonne et simple raison que les thématiques, quelles qu'elles soient, ont assez peu émergé, et surtout dans la dernière ligne droite de la campagne. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Soit il persiste, et c'est pour ça que ça m'a frappé mercredi quand il a dit ça, parce qu'il semblait dire que quand même il semblait décidé à continuer à appliquer malgré tout son programme, alors qu'il n'a pas la majorité pour le faire. Donc soit il essaye de trouver des majorités pour appliquer les mesures dont il a décidé, enfin qu'il a inscrites sur son programme présidentiel. Je suis pas très sûr que ça marche. Soit il met une partie du programme à la poubelle, et puis en fait il repart d'une page blanche en écrivant avec d'éventuels partenaires au Parlement des mesures qui s'imposent aujourd'hui. Voilà, je pense qu'en fait il est face à ces deux chemins, mais que le deuxième sera sans doute plus plausible que le premier, qui consisterait à rester borné sur son programme présidentiel. Et la leçon du premier quinquennat, c'est quand même que l'obstination, on l'a vu avec les Gilets jaunes, ça se traduit souvent par des graves fractures dans le pays. Et donc vous pensez qu'il peut rebondir avec ces options-là, ou est-ce que c'est le début de la fin d'Emmanuel Macron ? En 5e République, alors je disais non au macronisme, oui à Macron quelque part, c'est le message ambigu, un peu schizophrène des Français, mais qui a sa cohérence. Je pense que toute la séquence électorale, en fait, elle a sa cohérence, malgré l'abstention, mais même des abstentionnistes peuvent faire passer un message. Après, on reste en 5e République. Donc le président a toujours des options. Et la constitution des origines, c'est-à-dire celle de Michel Debré en 1958, elle donne beaucoup d'outils au président pour faire avec une situation parlementaire comme celle-là. C'est-à-dire que même avec une majorité relative, il y a quand même beaucoup d'outils pour le président. Alors il y a les artifices, enfin plutôt les outils du débat parlementaire lui-même. Il y a le 49.3, il y a les votes bloqués, il y a la manière d'organiser, de cadenasser un peu la discussion parlementaire. Et puis il reste quand même la dissolution. Alors pas demain, à mon avis, ce serait une grave erreur d'expliquer aux gens qu'ils ont mal voté et qu'il va falloir revoter dans 4 semaines. Ça rappelle un peu le Brexit ou d'autres épisodes. Voilà. Et
ça, je pense qu'Emmanuel Macron l'a intégré aussi. C'est une leçon qu'il tire des poussées populistes dans certains pays où le peuple, à un moment, une majorité se dégage pour dire non aux élites et non aux décisions qui sont prises depuis 40 ans. Je pense qu'il a intégré une partie de ça, mais que maintenant, il va y avoir deux choses. Il va y avoir sa gestion des outils que lui offre la Constitution pour gérer une situation compliquée, et puis la reconfiguration de sa façon de fonctionner, qu'on raconte dans le livre, qui est à la fois verticale et qui passe en même temps par, en fait, qui s'appuie sur un petit nombre de personnes, sur des clans qui l'organisent et qui vont lui proposer chacun des options de sortie, mais maintenant, et qui se décide beaucoup à l'Élysée et beaucoup sur le téléphone portable du président et jamais à l'Assemblée nationale. Maintenant, il va devoir déplacer un petit peu son centre d'attention sur le Parlement, ce qui n'était pas du tout la caractéristique de son premier quinquennat et ce qui n'est pas du tout sa culture à lui. Les Français semblent vouloir l'obliger à changer, mais est-ce qu'il en est capable? Est-ce que c'est finalement peut-être l'un des présidents les moins adaptés à ce style de gouvernement? Alors, il a une culture très 5e République, ne serait-ce que parce qu'il est de sa génération. Et je pense que d'ailleurs, nous aussi, en fait, on n'a pas connu d'autres régimes politiques que celui-là. Donc, on est habitué à cet automatisme, en plus avec le quinquennat, d'un président qui a forcément la majorité, d'un Parlement qui est forcément une chambre d'enregistrement, d'un gouvernement, d'un exécutif qui est forcément prépondérant. Donc, c'est aussi un enfant de l'époque. Emmanuel Macron, il n'a pas connu autre chose, y compris au pouvoir. À l'Élysée, en 2017, rendez-vous compte, il arrive avec une majorité absolue, avec son seul parti à lui, qui vient de créer un an avant. Donc, magie à la fois du scrutin majoritaire, mais aussi des votes barrages à l'époque contre le Rassemblement national. Aujourd'hui, on a vu que ça n'a plus fonctionné, que le scrutin a donné des effets différents, qu'il y a une tripartition de forces politiques avec des offres politiques assez cohérentes sur le plan idéologique et complètement incompatibles entre elles. Donc il va devoir faire avec cette nouvelle donne qu'il a en partie contribué à créer en accélérant la recomposition qui était en germe quelque part. Alors c'est un président adaptable, on l'a vu psychologiquement, c'est-à-dire que quand il fait le quoi qu'il en coûte, c'est évidemment contraire à tous les canons idéologiques sur lesquels lui s'était construit. Donc il n'a pas trop de soucis d'opportunisme, j'allais dire, mais par contre il a un souci de dispositif, sur qui il s'appuie, qui sont les gens qui vont pouvoir discuter pour lui, d'où vont venir les idées pour éventuellement faire des pactes, des coalitions, des textes. Ça, je suis plus dubitatif là-dessus, parce qu'il n'a pas du tout autour de lui le dispositif humain et opérationnel pour gérer ça pour l'instant. Luyo Salter, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous restez avec nous. Après la pause, Jules Torres nous rejoint. On parlera de l'autre grand perdant de ces élections législatives, Éric Zemmour. Que restera-t-il du phénomène Zemmour? Jules Torres et Luyo Salter nous répondent après une courte pause.